Parler comme je pense. Parler cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain, le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Vous avez été nombreux à réagir suite à la diffusion de l'épisode 1 qui portait sur l'activité commerciale accessoire de l'avocat. Merci pour vos retours. J'espère que mes échanges avec Séverine Audubert vous auront permis de mieux saisir le mécanisme de mise en œuvre de l'article 111 du décret de la loi Macron. Pour tout vous dire, je pense que cet article doit être enseigné le plus largement possible, notamment à l'EFB. Il me paraît indispensable qu'en 2022, tout élève avocat puisse comprendre son mécanisme et les enjeux business qui sont derrière. Il s'agit là d'une réelle opportunité de développement d'activité et pour le coup, c'est sans commune mesure. Il est grand temps que toute la profession, d'ailleurs, se saisisse de ce levier synonyme de nouveaux marchés, nouvelles niches et donc générateur de nouveaux clients. Chez le juriste de demain, nous vous préparons un cours sur le sujet afin qu'en permanence, vous puissiez être en mesure d'avoir une compréhension de cet article la plus avancée possible. Ça arrive bientôt. Soyez attentifs aux annonces sur les réseaux sociaux. Change, saison 2, épisode 2, c'est parti. Alors, dans la lignée du premier épisode, j'ai souhaité rester dans le scope de la transformation. On va lever un tout petit peu la tête et tenter de répondre à la question suivante. La transformation du monde du droit, est-ce un mythe ou une réalité ? Bon, de quoi parlons-nous ? Transformation de la pratique au sein des cabinets d'avocats ou des directions juridiques, transformation des processus de travail, des praticiens, des modes de facturation, du marché du droit, des métiers du droit, de la justice, du citoyen et de son rapport au droit. Vaste programme. Et pour me donner la réplique dans cet épisode, j'ai eu le privilège de recevoir Delphine Ivens, éminente journaliste juridique que l'on ne présente plus. Sans tarder, je vous laisse découvrir nos échanges. Bonjour Delphine. Bonjour. Comment tu vas ? Oui, ça va, merci. Et toi ? Oui, ça va, merci. C'est un réel plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui. D'autant plus que voilà, on échange quand même depuis pas mal de temps. En tout cas, je te suis depuis pas mal de temps et j'ai eu la chance d'avoir quelques petites interactions sur Twitter notamment. Et donc, je vais te laisser te présenter à l'audience et puis on va avancer. Écoute, donc je suis Delphine Ivens, je suis journaliste juridique depuis quasi 12 ans maintenant. Je travaille avec la presse française et étrangère, généraliste et professionnelle. J'ai notamment passé 4 ans aux Échos à suivre l'actualité économique des professions réglementées, mais aussi des legal tech. Et puis en parallèle, je suis aussi vice-présidente du Cercle des journalistes juridiques et je suis autrice. Ok, très bien. Alors, j'aimerais bien que tu nous parles de ton livre L'influence insoupçonnée des avocats d'affaires pour introduire le propos. Je pense que c'est de bon augure. Est-ce que tu pourrais nous en parler brièvement avant qu'on avance sur le marché du droit ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors en fait, ce livre, il est issu d'une enquête que j'ai fait autour du monde entre 2012 et 2014. Mhm. Je me suis posé la question du rôle des avocats d'affaires dans beaucoup de pays, un pays par continent. Je me Mhm. demandais, parce que voilà, on avait souvent la vision de l'avocat d'affaires économique, quand on sait ce que c'est qu'un avocat d'affaires déjà. Mhm. Et en fait, petit à petit, j'ai découvert aussi leur rôle social et politique en fonction des pays visités. D'accord. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans ce livre, Mhm. en le mettant en perspective avec des experts qui ne sont absolument pas juristes et qui expliquent aujourd'hui les conséquences des tendances que j'ai pu observer à ce moment-là. D'accord. Que Quel a ça se été passe aux États-Unis. Pardon. je suis en train de me dire quel a été le point culminant du coup du livre en tant que tel. Quel a été le point marquant, que ce soit de la part des gens que avec qui tu as échangé, mais également toi de ce que tu as vécu durant ces années de recherche. Oui, il y a plusieurs choses. Je pense que
quand on est dedans, au moment où on le vit, c'est comme tout, on se rend pas forcément compte de ce qu'on est en train de vivre. Mmh. Le livre, il est sorti en mars 2020 et c'est vrai qu'on m'a demandé pourquoi j'avais mis un peu autant de temps à l'écrire. Mmh. Et en fait, je me suis aperçue que des choses qui me semblaient peut-être anecdotiques sur le moment, où en fait ont vraiment pris une dimension un peu dans l'histoire contemporaine et que ça devenait un peu le reflet de la géopolitique de ces 10 dernières années. Je pense par exemple au Brésil où j'étais partie dans l'idée de traiter un peu du rôle des avocats dans la préparation de la Coupe du Monde 2014 et des JO de 2016. Mmh. Et en fait, bah, c'était aussi au moment de début des manifestations contre le gouvernement de Dilma Rousseff, qui quand même a mené à sa destitution et à l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir quelques années plus tard. Donc voilà, c'est des petits grains de sable qui font que ben, on est au début sans se rendre forcément compte. Mmh. Et puis je pense à la Tunisie aussi, où c'est peut-être le pays qui m'a le plus marqué parce que je pensais que ça allait être le plus facile et en fait pas du tout. Et voilà, ils étaient dans une période de transition qui était vraiment importante après la révolution de Jasmin, Absolument. où ils étaient en train de rédiger leur nouvelle constitution. Mmh. Et voilà, et j'avais rendez-vous avec le bâtonnier de Tunis à ce moment-là, qui est devenu, qui a reçu le prix Nobel de la paix quelques années après. Waouh! Donc c'était, bah, je pouvais pas le savoir, même si au vu de tout ce qu'ils avaient fait, c'est évident qu'ils aient reçu ce prix Nobel. Mmh. Mais sur le moment, je l'ai interviewé. Et en plus, il était hyper accessible, donc Waouh! c'était un bon moment. Il aurait été intéressant effectivement de dédier peut-être même le podcast à ton livre, parce qu'en réalité, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de choses intéressantes à apprendre. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du marché du droit actuel en France? Quelles sont pour toi les tendances, ce que tu perçois de la part des éventuels clients ou même des avocats qui sont autour de toi? Moi, je pense qu'il a été un peu bousculé quand même, comme tout, hein, par la pandémie, et cetera. Mhm, Comme beaucoup de choses, ça a été un accélérateur. Mais je pense qu'avant ça, quand même depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années, globalement, je trouve que si on doit parler des avocats, ils avancent quand même dans leur relation avec leurs clients. Ils commencent à comprendre que faire du business, c'est pas que du droit. mhm, Il y a plus de formation sur le sujet. Donc je pense que la transformation du marché, elle a été évidemment numérique. Elle a été avec l'arrivée de nouveaux acteurs qui les a vraiment bouleversés. Je parle des legal tech. Au mhm, départ, ça a vraiment bouleversé les avocats, etc. mhm, Il y a eu une opposition et puis maintenant, ils travaillent ensemble, voire les avocats développent des legal tech. Euh, donc, voilà, je pense qu'il y a une bonne évolution. mhm. Euh, Après, sur certains points, on est encore quand même très très loin de ce qui peut se passer outre-Atlantique et outre-Manche. Et bon, après, je pense que d'un côté, c'est aussi normal parce que le système n'est pas le même non plus, hein. C'est vrai. Donc, c'est un peu la limite des exercices de comparaison. Mhm. C'est vrai. Les systèmes juridiques ne sont pas les mêmes. C'est vrai, effectivement. Est-ce que tu as vu des innovations récentes, des choses qui t'ont marqué, justement, des innovations de la part des cabinets d'avocats ou même des entreprises de la Legatech, des choses qui t'ont marqué vraiment à forte valeur ajoutée pour toi? Euh, Alors, je réfléchissais à cette question et Mhm. alors honnêtement, heu, pas tellement. Heu, Oh mince alors. oui, non, mais parce que, puis ça serait quand même pointer du doigt certains par rapport à d'autres. Je pense qu'il y a un mouvement, quand même, général de vouloir essayer de simplifier l'accès au droit. Je parle des legal tech notamment et ça peut-être que ça a marché, et voilà, après je pense en termes d'innovation, moi je trouvais que ce qui était intéressant,
les cabinets qui commençaient à réfléchir à leur responsabilité sociale. Et c'est peut-être là maintenant les prochaines innovations. C'est peut-être dans ces domaines-là qu'ils vont se situer. Responsabilité sociale. Est-ce que tu peux en dire quelques mots pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle en gros dans cette terminologie? C'est vrai que c'est souvent employé et je pense que ça serait intéressant que, en tout cas pour les étudiants qui nous écoutent, qu'ils puissent comprendre de quoi il s'agit. Oui, bah c'est ce qu'on appelle en fait la RSE. Donc on en parle pas mal pour pour les entreprises, que c'est la responsabilité sociétale et environnementale. Donc ça peut se traduire par plein de choses. C'est du coup prendre part un peu plus à la protection de l'environnement. Alors ça peut être des petites choses du quotidien, sur peut-être limiter les impressions, ce genre de choses, mais c'est aussi humainement parlant, en protégeant plus ses collaborateurs, en étant plus souple dans le management. Certains vont plus loin en réfléchissant vraiment à leur raison d'être, pas que du business. Et vraiment, c'est une manière de fidéliser les collaborateurs, parce que comme toute entreprise aujourd'hui, je pense que les cabinets doivent montrer plus leur valeur. Absolument. Et pour attirer et pour fidéliser. Absolument, absolument. Clairement, je pense que ça, c'est l'innovation. Transformation du monde du droit. Tu sais, tout le monde en parle en ce moment, enfin depuis quelques années maintenant. Quelle est la compréhension que tu as de cette expression? Qu'est-ce que ça englobe pour toi? Moi, je trouve que c'est un peu fourre-tout, en fait. Pardon de dire ça, mais c'est vrai. Non, mais c'est en fait la transformation. Je pense qu'à l'origine, quand on a utilisé un peu de transformation du monde du droit, c'était par rapport à la transformation numérique des acteurs du droit. Avec notamment l'arrivée des legal tech et puis des outils numériques dans les cabinets. Et là encore, j'insiste, je suis désolée, hein, mais je crois que il faut pas que ça reste que sur la transformation numérique, et qu'aujourd'hui c'est la transformation plus sur la diversité des recrutements, sur les formations, passer aussi d'un métier à l'autre. Ça pourrait être vraiment la transformation du monde du droit, parce que dans transformation du monde du droit, il y a aussi monde du droit. C'est quoi le monde du droit, en fait? Parce que c'est très très large aujourd'hui. Ça va du juriste d'entreprise à une legal tech, à des journalistes, des observateurs, des professeurs, des étudiants, enfin des avocats, des notaires, des experts comptables, enfin tout ce qu'on veut en fait. Et du coup, et je parle même pas des acteurs du droit de la justice. Donc je pense que la transformation doit se faire aussi, et c'est peut-être là où on en parle moins maintenant, par le dialogue entre professions et les différentes passerelles qui peuvent exister. Voilà, après, on tombe dans des débats avec des gros mots. Donc, absolument, voilà. Non mais tu as tellement raison, en fait. Je suis en phase avec toi sur ce que tu viens de dire. Je dirais même que le dialogue doit se faire également, même en dehors des professions du droit. Tu vois, je trouve qu'en fait, on gagnera plus je dis on parce que effectivement, on fait partie du monde du droit, entre guillemets, hein. Et en fait, je pense qu'on gagnera plus à échanger avec l'extérieur, que ce soit les clients potentiels, que ce soit même les associations qui se battent pour justement soit l'accès au droit ou les droits des consommateurs, par exemple, notamment. Je pense que ça serait bien, effectivement, on gagnerait à aller en tout cas vers ces sphères-là qui sont hors du droit et pour mieux accomplir la transformation, je pense. Je suis d'accord. C'est du coup comprendre que le droit est partout et infuse dans toute notre société. Exactement. Encore
Exactement. Dans un article en fait que j'avais lu en 2016, tu prévoyais en fait une révolution dans le secteur juridique à l'horizon 2020-2030. J'ai envie de te dire là on y est, hein. on est en plein dedans. Et est-ce que tu fais le même constat aujourd'hui? Est-ce que tu constates cette révolution? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle arrivera? Qu'est-ce que tu penses quelques années après? Alors, plus exactement, en ayant relu l'article, Oui. c'est l'une des personnes que j'ai interviewées pour l'article qui D'accord. le prédisait. Et en fait, il était question d'intelligence artificielle et de l'usage de l'intelligence artificielle dans les cabinets. Oui. En disant que voilà, alors effectivement, maintenant on est dedans, entre 2020 et 2030. Bah, c'est un peu déjà ce que je disais dans mon papier en 2016, où je faisais un constat qui était voilà, un peu mi-figue, mi-raisin, dans le sens où là encore, ça dépend des cabinets, etc. Donc oui, les cabinets anglo-saxons aujourd'hui, et même ceux en France, hein, ont tendance à utiliser des outils. Alors, est-ce que c'est d'intelligence artificielle? Peut-être pas jusque-là. Mais bon, clairement, ça n'a pas remplacé les juristes comme on a pu le penser à un moment donné. Même le paralégal, et il en reste encore. Donc, je pense que effectivement, il y a une révolution dans le sens où aujourd'hui, les outils numériques, c'est même plus une question dans les cabinets. Puis là, avec la pandémie, ça a été un accélérateur de fou. Absolument. Donc ça, c'est fait. Après, sur l'intelligence artificielle, les robots dans les cabinets, l'usage de Watson, par exemple, etc., Oui. je pense qu'on en est encore un peu loin, quoi. Oui. Mais bon, 2030, c'est pas tout de suite. On a encore quoi? On a encore 8 ans pour 2030? C'est ça. Donc on en reparle dans 8 ans. Ça marche, le rendez-vous est pris. Du coup, de façon plus large par rapport au marché français, là j'ai envie qu'on rentre un peu plus dans l'évolution du marché de la legal tech en France. Il y a quand même de façon plus large dans la French Tech, tu vois, il y a de plus en plus de licornes, il y a des startups comme ça qui montent sur la tech, et j'étais en train de me demander en fait, voilà, pour les legal tech, qu'est-ce qu'il en est? J'avais lu le rapport effectivement qu'avait pondu Wolters Kluwer avec Madines, mais j'aimerais bien avoir ton sentiment sur ça. Quelle est la place des legal tech aujourd'hui dans la French Tech selon toi? Et notamment sur la pénétration des marchés, que ce soit en France d'ailleurs ou à l'étranger. Bah, je pense que quand même là, on en est au stade où le marché de la legal tech se structure. Alors son poids dans la French Tech, il est encore mince, hein, parce que bon, il n'y a pas de licorne de legal tech. Mais si on reprend un peu ce que disait ce baromètre, là, il y avait quand même des enseignements intéressants, parce que aujourd'hui, tu as quand même une legal tech sur 4 qui est financée par un business angel, et 1 sur 5 qui compte un fonds d'investissement dans son capital. Ce qui veut quand même dire du coup qu'aujourd'hui, les fonds s'intéressent au legal tech, ce qui n'était absolument pas le cas il y a quelques années. C'est vrai. Et puis on le voit, bah alors l'exemple le plus, qui reste encore une exception, mais c'est YouSign qui a levé 30 millions, dont auprès d'un fonds étranger qui avait investi aussi dans Blablacar, par exemple. Donc ça montre quand même que certaines legal tech, parce que bon, c'est aussi parler des marchés legal tech, c'est peut-être un peu faux aussi, mais arrivent à séduire des investisseurs et à pénétrer des marchés. Très clairement, on voit aussi sur, par exemple, Legal Start, qui est considéré comme un des leaders, voire le leader du secteur des legal tech. Ils ont quand même bouclé un LBO en 2021. Ils ont le fonds Isaïe Expansion qui monte à 49% de leur capital. Donc voilà, je pense que clairement, aujourd'hui, les legal tech ont franchi un cap, certaines en tout cas, qu'ils ont franchi le cap de pouvoir séduire des investisseurs.
Après, enfin, il va falloir franchir le cap des licornes. Enfin, quand on voit sur le reste de la French Tech, ça a mis des années, hein, à avoir des licornes C'est vrai, françaises, donc faut c'est pas vrai, non plus s'inquiéter. c'est vrai. C'est vrai, je suis en train de penser à Conto, effectivement, ça a mis du temps à arriver là où ils en sont aujourd'hui. Ouais, Donc c'est effectivement ouais, logique. ouais. Euh, on a parlé, tu sais, tu as rapidement évoqué le fait que c'est vrai que il y a une grosse différence de structure et de marché, que ce soit au Royaume-Uni, aux États-Unis ou au Canada. Est-ce qu'on pourrait en toucher un mot, tu sais, sur la différence justement par rapport à la France? Parce que j'enregistrais il y a quelque temps un épisode justement qui portait sur les possibilités qui étaient offertes aux cabinets d'avocats de pouvoir créer une activité commerciale accessoire, tu sais, ces fameux articles 111. Et du coup, c'est vrai que c'était assez Ouais. intéressant de voir finalement qu'il y a des réelles opportunités qui, sur le papier, en fait, sembleraient ne pas ressembler finalement à la législation, en tout cas à la réglementation canadienne ou au Royaume-Uni. Mais en réalité, dans les faits, j'ai l'impression on est arrivé un peu au même stade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, un cabinet d'avocats peut créer une activité commerciale accessoire, à savoir donc une structure indépendante de son cabinet, et du coup, s'associer Mmh. avec des non-avocats et créer des services à forte valeur ajoutée. Qu'est-ce que tu penses de tout ça aujourd'hui? Moi, je pense que c'est intéressant et que c'est bien, en fait. Alors après, ça peut être, un peu difficile pour les avocats de réussir, à le faire Mhm, parce que ça demande, et on en revient un peu à ce qu'on disait au départ, ça demande d'avoir une vision du droit en termes de business et d'une vision large, mhm, d'accessibilité, en fait, absolument. du droit. Ce que tous les avocats, n'ont pas, même si ça bouge un peu, Mhm, et je pense qu'ils ont été un peu surpris par les legal tech justement là-dessus. On a vu aussi, qu'il y avait, ça date un peu, mais ça date de la loi Macron, donc 2015 quoi, mhm, mhm, que, les professionnels de droit peuvent se réunir en société pluriprofessionnelle d'exercice, donc dans une seule et même, structure, mhm, pour offrir un service plus global. mhm, C'est pas mal, ça a du mal à prendre parce que il y a vite des problèmes de déontologie. Voilà, on en revient au fait que les professionnels ont forcément un peu de mal à travailler ensemble, parfois par simple méconnaissance du métier de l'autre. mhm, Donc on en revient au problème du dialogue. Donc en fait, on est quand même très très loin de ce qui se passe au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Après, moi, je trouve que c'est quand même pas mal qu'on ait toujours une profession réglementée, qui soit quand même encadrée et que tout le monde, entre guillemets, ne donne pas de consultation juridique ou qu'un avocat n'aille pas aussi je sais pas moi, vous expliquer quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec son métier, parce que bon, chacun a son propre métier aussi. Donc c'est bien de se nourrir de la pratique de l'autre. Après, il faut quand même veiller, voilà, au conflit d'intérêts, et cetera, quoi. mhm. Ouais. Je pense qu'on est encore très loin de l'exemple d'un gros cabinet, américain qui se dit, Global, qui propose Mhm. à la fois du consulting, de l'intelligence économique et des prestations, juridiques. Oui, c'est vrai. On n'est pas encore là, c'est vrai. C'est clair que ce format-là, en tout cas ce modèle, c'est vrai que voilà, je sais pas quand est-ce qu'on le verra en France, mais bon. Sur le modèle ABS, j'avais l'impression que, il y avait des cabinets qui en étaient revenus, en fait, non? En fait, il y a sur le modèle ABS, là, on parle effectivement des Big Four notamment et de quelques petits cabinets anglo-saxons que j'ai en tête qui effectivement sont partis sur ce modèle-là. Mais c'est vrai que de ce que j'ai vu récemment surtout, il n'y a pas eu non plus un essor croissant voilà Mmh. des cabinets vers les ABS. J'ai pas vu voilà, c'est là, c'est permis, mais c'est pas pour autant que tous les cabinets sont orientés vers ça. En revanche, ce que je vois, c'est que les ABS sont souvent exploités dans le cadre de sandbox, mais ça on va y arriver. On va y arriver effectivement
dans nos échanges. Mais j'aimerais juste qu'on revienne sur cette transformation justement des cabinets d'avocats. Est-ce que pour toi, c'est une réalité aujourd'hui d'un point de vue pratique du métier, tu sais, mode de facturation, modèle économique et notamment digitalisation? Oui. Mmh. Ah oui, oui, quand même, globalement, oui, quand même. Bah, ils ont été, ils ont dû avancer à marche forcée, hein. Là, avec le Covid, ceux qui n'étaient C'est pas vrai. prêts, enfin là, ils ont plus eu le choix, en Oui. fait. Donc voilà, que ce soit la charte de télétravail, voire le full remote pour certains, l'automatisation de la signature, électronique, voilà, c'est devenu, parce que les clients le demandent, en fait. Mmh, mmh. Donc il y a clairement, oui, mais je pense que il y en a certains qui ont aussi revu leur système de rémunération de leurs associés, Ah, intéressant. qui en ont profité pour se dire, «Bon, peut-être qu'il faut qu'on repense un peu», alors pas repenser le système modèle, le business model, pardon, mais au moins le système de rémunération. Parce qu'on en revient au fait qu'il faut fidéliser les collabs, quoi, et quand on est dans une crise comme ça où, bah, le client n'a plus aucun problème, à faire des visios, à signer le document de façon électronique, à ne plus venir voir son client, pour certains, hein, parce qu'après ça dépend quand même, du secteur d'activité et d'expertise. Le cabinet, il a pas d'autre choix. Puis on voit qu'il y en a qui ont déménagé, il y a des cabinets, mais c'est pas nouveau, mais il y a des cabinets qui sont, entièrement virtuels ou presque maintenant. Oui, Voire oui. même il y en a outre-Atlantique, qui sont dans le métaverse, donc C'est vrai. C'est vrai, effectivement, oui, ils sont en train d'anticiper les choses, donc c'est ce qui est une bonne chose, hein. Ça veut dire que l'avocat a toujours cette fibre quand même de s'intéresser à un peu tout, malgré ce qu'on peut penser, ce que certains peuvent penser. Et, mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as fait référence à la signature électronique et j'étais en train de me demander, mais en termes de digitalisation, au-delà de la signature électronique, qu'est-ce que tu vois d'autre? Enfin, j'imagine qu'effectivement, il y a tous les phénomènes d'automatisation, mais j'étais en train de me demander, est-ce que ça va au-delà dans les cabinets d'avocats? ouais, je pense qu'il y en a qui font de l'automatisation de contrats, par exemple, Oui. ce genre de choses. Il y a et alors, du coup, c'est aussi leur, partenariat avec des legal tech, de justice prédictive, Mhm. ce genre de choses. Mhm, mhm, Ça, c'est quelque chose qui s'est développé, ces dernières années. mhm. Et du coup, transformation des cabinets d'avocats implique à côté, du coup, en parallèle, la transformation des métiers du droit. Et du coup, est-ce que pour toi, ça a réellement lieu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une réelle prise de conscience que ce soit au sein des cabinets d'avocats, mais également au sein des directions juridiques? Est-ce qu'il y a ce besoin, ou en tout cas cette recherche de diversité finalement des talents, quoi? Parce que c'est vrai que tu l'as abordé. Il y a une réelle Mmh. problématique aujourd'hui, à savoir d'aller chercher les bons collaborateurs pour les mettre aux bons endroits, aux bons postes. Et ma question, c'est vraiment, au regard de tous ces phénomènes de transformation qui nécessitent finalement d'avoir de nouvelles compétences à disposition, est-ce que tu penses que le marché du droit, en tout cas les recrutements au sein de ces environnements juridiques, est-ce que dans leurs offres, est-ce qu'il y a une réelle prise de conscience, en ce sens que, par exemple, je vais recruter un business développeur, je vais recruter je sais pas moi, un growth, quelqu'un qui va s'occuper vraiment de ces nouvelles stratégies d'acquisition en ligne. Est-ce que je vais aller chercher quelqu'un qui est spécialisé en relations clients pour améliorer voilà, la relation client de mon cabinet, tout ça. Est-ce que tu vois ce phénomène? Je crois qu'on est encore loin. Alors, ça dépend, je vais tempérer mon propos, ça dépend des structures. D'accord. Si on prend les gros anglo-saxons sur la place parisienne, le business développement, ils ont des départements, Mmh. dédiés. Absolument. Donc c'est pas un sujet, mais parce qu'ils sont, à la maison mère derrière et qu'ils fonctionnent comme ça. Donc Mmh. bah, c'est pas un sujet. Mmh. Si on prend, d'autres structures, ou même la plupart des entreprises ou des Mmh. directions juridiques, on est encore, très loin de prendre des risques, entre guillemets sur des profils, peut-être, moins, enfin, moins classiques.
j'ai regardé quand même que majoritairement les juristes d'entreprise, ils sont encore titulaires du CAPA. Ouais. Même si ils sortent pas tous de fac de droit et qu'on voit que dans les écoles de commerce, il y a de plus en plus de formations dédiées au droit, qu'il y a des formations continues de General Counsel, qu'il y a des diplômes universitaires de Legal Tech, etc. Donc quand même, il y a une formation initiale qui s'est diversifiée. Mmh. Il n'empêche que pour intégrer un cabinet, il faut quand même encore quelques codes qui restent, enfin un cabinet ou une direction juridique d'ailleurs, des codes qui restent assez classiques. Mmh. Après voilà, ça dépend quand même de la taille de l'entreprise ou du cabinet. Absolument. Mais bon, je trouve qu'on a encore du mal sur la diversité des recrutements et des profils. Hein. Mmh. Et malgré À regret. cette tendance, tu sais, par exemple, je pense au legal design, hein. Je me dis que ça va être 2021, Ouais, ça a été le mot-clé de 2021. Tout le monde s'est lancé dans le legal c'est design. vrai. Et j'ose espérer que, voilà, qu'on va commencer à recruter ce genre de profils qui ont cette compétence-là. Mais tu as raison, je te rejoins. Oui, Même sur le legal design, je vois beaucoup d'avocats, de direction juridique qui se forment sur ces sujets plutôt que de recruter des gens qui ont cette compétence. Et effectivement, en ce c'est sens-là, ça. Je crois qu'effectivement, pour l'instant, on en est encore au stade. Bon, remarque, c'est déjà pas mal parce que si ils forment leurs équipes sur ce genre de sujet, ça veut dire qu'ils sont déjà conscients de Mhm, l'importance du sujet. Donc, ça veut dire qu'il y a une plus grande ouverture du juriste ou de l'avocat. mhm, Et d'ailleurs, c'est intéressant sur le juriste d'entreprise quand on voit son évolution, admettons à peu près sur ces 10 dernières années, mhm, son périmètre a quand même vachement évolué. mhm. Il fait plus que du droit, quoi. Enfin, il fait de la compliance, la protection des données. On voit aussi les LegalOps. Absolument. Donc, il est obligé de s'ouvrir, en fait. Mhm. C'est vrai. Alors, le recrutement, bah, on en est encore loin. Mais peut-être qu'on va bientôt percevoir la limite de la formation continue et qu'on va se dire, OK, il faut prendre quelqu'un qui est formé à ça. Mais pour ça, il faut que la formation initiale suive aussi. Aussi. C'est pas encore tout à fait le cas. Un petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le Juriste de demain, une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business, technologiques et soft skills dans l'industrie du droit. N'attendez pas, la création de compte est totalement gratuite. Rendez-vous sur lejuristededemain.com. Et qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois sur le marché justement de la formation initiale, soit à la fac, ou d'ailleurs les autres formations en ligne, hein, comme le juriste de demain par exemple? Bah, je trouve quand même que ça s'est diversifié, que en fait, il y a quand même beaucoup de choses, mais comment on s'y retrouve? Je sais pas comment les étudiants font pour s'y retrouver, hein. Mm. Ouais. C'est parce que c'est toujours pareil, c'est est-ce que je prends le risque d'une formation qui est réputée, mais qui n'a pas forcément l'approbation des plus classiques d'une profession, Mhm. euh, et que du coup je risque d'avoir un problème de recrutement alors qu'en fait ma formation est très bien, Mhm. ou est-ce que je fais d'abord une formation initiale un peu classique et j'ajoute après des cordes à mon arc? Oui, c'est toute la question. C'est peut-être là qu'il faut un peu changer, mais c'est toute la question. Mais bon, ça évolue quand même. Mais toi, qu'est-ce que tu penses fondamentalement? Quelle serait selon toi euh, en tout cas la méthodologie d'apprentissage? Alors moi, j'ai pas du tout la solution. Moi, je ne fais qu'observer. Je ne suis qu'une observatrice. Non, mais je sais pas, moi, si tu avais des étudiants en face de toi et que tu devais les conseiller, tu pourrais leur dire quoi? Qu'est-ce qui te semblerait, en tout cas, l'approche la meilleure pour justement aborder ce sujet de compétences de façon, on va dire, proactive?
Moi, quand j'ai des étudiants en face de moi, je leur dis que, rien n'est jamais figé, en fait. Et que c'est pas parce qu'on a une idée fixe, à 20-25 ans, en se disant: «Il faut que je remplisse toutes les cases pour, intégrer, ce cabinet, pour faire cette spécialité ou faire d'être dans cette entreprise», que si je ne le fais pas, bah, je vais me griller et j'arriverai pas à passer de l'un à l'autre, Je crois qu'il faut moi, je dis toujours aux étudiants qu'il faut avoir une vision très, très large de ce que leurs études, et leur, savoir-faire, et leur savoir sur le droit peut leur Mmh. apporter, Mmh. dans leur vie quotidienne, en fait. Ouais. Et que, bah, le droit, ça s'arrête pas à quelques professions. Mmh. Et qu'on peut être très bien, juriste dans une ONG, on peut très bien, monter sa boîte, en faisant, des formations, bah, en sortant de l'école, oui, parce que, on a appris des choses aussi. Enfin, faut savoir prendre un peu de risques, et puis il faut s'écouter, quoi. Parce Oui. que le chemin tout tracé de, faire, tant d'années dans un cabinet et puis après, bah, en fait, j'arriverai jamais à être associée, donc du coup, j'intègre une entreprise, ça, c'est fini, en fait. Ouais. Et les étudiants le font de moins en moins quand même globalement. Mmh. On voit qu'il y en a qui s'intéressent au legal tech, qui vont dans les legal tech ou qui, vont directement en entreprise ou qui font complètement autre chose et en fait, on peut faire des études de droit ou être en école de commerce, avec, des masters, de droit, en finalement n'étant pas, juriste et c'est Mmh. pas grave. Mmh. Mmh mh. Le droit mène à tout, c'est toujours ce que je dis aux étudiants et c'est Absolument. très bien d'en sortir. Absolument. C'est tellement vrai. Hem, on a abordé tout à l'heure, également, on a brossé, hein, le Royaume-Uni notamment, et j'étais en train de me dire là, à l'instant là, mais est-ce que tu penses que c'est possible en France qu'on arrive à ce niveau de libéralisation du marché du droit? Tu sais, je te parlais de l'activité, heu accessoire de l'avocat, l'activité commerciale accessoire de l'avocat, notamment avec la possibilité d'avoir les financements et de s'associer avec des non-avocats. Est-ce que tu penses un jour qu'on pourra arriver en France à avoir ce niveau de maturité, de libéralisation qu'on retrouve au Royaume-Uni? Franchement, ça me paraît un peu compliqué. Parce Ah. que, bah, l'exercice de la profession d'avocat, il est plus réglementé, le système juridique est pas le même, le système judiciaire n'est pas le même non plus. Mmh. Puis honnêtement, est-ce que c'est bon de tendre vers ça? Je ne sais pas. C'est une vraie question, hein. Mmh. Mmh. Ben, ce que je me dis, Je sais je réfléchis en même temps que toi, du coup, est-ce que effectivement c'est bon de tendre à ça, vers ça? Je sais que moi, de mes lectures et de ce que je vois au Royaume-Uni, humblement, hein, de ce que je vois, c'est que ça a quand même considérablement élargi le spectre de l'accès au droit. Ça a considérablement mmh, aidé à ce que le droit aille vers les gens. Tu vois, je veux dire, il y a eu plus j'ai mmh, senti qu'il y a eu une vraie démocratisation du droit auprès des anglo-saxons. Maintenant, est-ce que toi tu as eu le même ressenti que moi? Je sais pas, mais je pense que au moins s'il y a quelque chose de bénéfique que je peux tirer de la libéralisation du marché au Royaume-Uni, c'est ça. Maintenant, est-ce que ça suffit? C'est vrai, je ouais. sais pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je partage le constat. Je crois que ça, c'est l'aspect le plus positif et là-dessus, on a Mmh. beaucoup à apprendre. Parce que Mmh. et d'ailleurs, les citoyens sont vraiment en demande. On a encore un long chemin à faire là-dessus, ça c'est clair. Après, bah, c'est comme tout, hein, il y a aussi des inconvénients, parce que l'exercice difficile, c'est de trouver un équilibre entre, pouvoir, permettre un plus large accès, au droit, Mmh. tout, en préservant, une certaine, qualité. Parce que si demain, «n'importe qui» entre guillemets peut, donner des conseils, juridiques, Mmh. bah, du coup ça
enfin, si le droit devient vraiment un marché de services, mais vraiment un simple marché, je crains que ça désengorge pas du tout les tribunaux, Oui. au contraire, et que ça atteigne la confiance des citoyens dans les professionnels du droit et même dans leurs droits, et donc après dans le rôle de l'État et dans la protection de leurs droits, quoi. Je dis pas que c'est le cas au Royaume-Uni, pas du tout, mais je pense qu'il faut faire attention à ça. Absolument. Et qu'en C'est très France, on vrai. est quand même déjà très suspicieux de ça. Mmh. Non, en tout cas, ça nécessite une réflexion de fond, je pense, et c'est ce qui me permet d'embrayer sur la question des Legal Regulatory Sandbox qu'on connaît au Utah, Arizona, Ontario, Columbia. Là, on sort hors de la France. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ces initiatives qui consistent à tester des modèles économiques, à tester vraiment de l'innovation justement dans les environnements juridiques de ces pays, de ces régions. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça pourrait arriver en France? Est-ce qu'on pourrait s'entendre, par exemple, je sais pas, moi, imaginons dans 2 ans, on fait un petit comité en France avec le barreau de Paris ou d'ailleurs un autre barreau de Marseille ou autre, et ils se disent, ok, sur Marseille, sur Paris, on va tester des choses et on va prendre je sais pas, on va faire un appel à des cabinets d'avocats ou des structures qui ont envie de se lancer, d'innover, et on va les mettre dans un, entre guillemets, bac à sable, et allez-y, lancez-vous, innovez, testez tout, et on voit ce que ça donne. Est-ce que tu penses que quelque chose comme ça pourrait s'envisager en France? Moi, personnellement, je pense que ça serait une excellente chose pour pouvoir tester, mais tout ce qu'on peut envisager. Ouais, je trouve que c'est hyper intéressant, mais je me disais, mais est-ce que ça n'existe pas à une moindre échelle par le biais des incubateurs, par exemple, que certains barreaux ont développé ces dernières années? Alors, il y a sûrement un manque d'accompagnement, c'est peut-être pas assez innovant, etc. Peut-être qu'on va pas assez loin dans les réflexions, mais c'est sûr que par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Et effectivement, je trouve que le concept d'encadrer l'innovation Mhm. est vraiment intéressant. Mhm. Et oui, pourquoi pas le développer en France. Il faut trouver là où les institutions qui ont envie de le faire, qui prendraient Mhm. le risque, entre guillemets, de le faire, parce que ça veut dire aller jusqu'où, ça veut dire quel est l'objectif à atteindre. Mhm. Donc ça nécessite une vraie réflexion. Mais je pense qu'il y en a déjà qui le font, pas suffisamment, mais c'est enclenché. Mhm. Mhm. Ouais, intéressant. En tout cas, moi, Je ne je sens pas demande plus. persuadée. Bah, en fait, non, c'est pas ça. C'est que je suis en train de me dire que c'est vrai que bon, à l'image de de ce qui se passe là-bas, c'est vrai que l'ampleur est beaucoup plus vaste dans la mesure où ben il y a énormément d'entités qui sont parties à cela. J'entends carrément, par exemple à Utah, c'est carrément le gouvernement, en tout cas le gouvernement et tout ce qui s'occupe de la justice et tout ça, qui sont à fond dedans et qui travaillent avec les professionnels du droit. Donc il y a vraiment pour le coup quelque chose d'assez global Mmh. dans l'approche. Et c'est vrai que aujourd'hui, si tu me parles des incubateurs en France, ben en fait, il n'y a pas ce phénomène entre guillemets et là je mets des grosses guillemets, je parle d'inclusion parce que l'idée c'est vraiment d'aller au-delà même des professionnels du droit. C'est vrai que c'est fait pour, Mmh. par exemple, les incubateurs, c'est bien ce qu'ils font dans le sens où oui, ils font appel à des projets d'étudiants, des projets d'avocats et ainsi de suite. Mais je pense que ça serait bien d'aller même au-delà parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout dans le droit et qui sont très intéressés à l'idée de travailler dans cette industrie, quoi. Donc je pense que peut-être que c'est ce qui nous manque. En tout cas, c'est ce qui manque d'avoir beaucoup plus de lumière sur ces phénomènes-là, observés. Et aussi une réelle implication peut-être de l'État, quoi. Parce que l'État aussi, je pense qu'il a son mot à dire. Il a notamment, je pense, au ministère de la Justice
voilà, qui est un pilier, quoi, de nos institutions. Et je pense que ça serait intéressant d'envisager même des collaborations à ce niveau, quoi. Oui, je crois que l'une des principales différences, c'est que c'est la vision du droit. Mhm, C'est-à-dire qu'en France, d'un point de vue institutionnel et régalien, on voit encore le droit comme la justice mhm, avant tout. c'est vrai. Donc, du coup, partant de là, c'est plus compliqué. Bon, ces derniers temps, c'est que ces à peu près 5 dernières années, un peu plus que ça, on voit que il y a des questions juridiques, et des questions à trait aux professions réglementées qui sont maintenant directement reliées au ministère de l'économie. Donc on commence à penser le droit comme une filière, comme une économie à part entière, comme une industrie, et Mhm, c'est presque encore des gros mots, quoi. Et c'est pas le cas, aux États-Unis. Et je pense que ça joue énormément du coup, dans l'innovation et dans l'envie d'élargir un peu le spectre et de s'ouvrir l'esprit. mhm. Non, c'est tellement vrai ce que tu dis, parce que même dans tout ce qu'on est en train de dire, et puis surtout dans ce que tu es en train de développer dans tes propos et tout ça, c'est vrai que je me rends compte même que c'est pas évident de voir ce genre d'échange, en tout cas, de façon très large, que ce soit sur les réseaux ou à travers des blogs. Voilà, franchement, honnêtement, je te dis, hein, et là pour le coup, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais, mais franchement, je crois que à part le monde du droit, bien évidemment, avec Arnaud, qui fait vraiment voilà, qui suit vraiment, qui est dans la même sphère que toi finalement, c'est vrai que je vois très peu d'articles ou d'écrits sur cette approche-là, même d'aborder les choses, en fait, finalement, dans le droit en France. Et je trouve que c'est dommage, ça manque, ça serait bien de démocratiser ces sujets, de sorte à ce que justement, bah, tout le monde ait au moins une réflexion sur justement bah, comment améliorer finalement notre droit à nous, en fait, et comment parler plus largement de l'impact que ça a à travers tous nos métiers et bien au-delà, tu vois. C'est vrai qu'avec Arnaud et d'autres, à notre petite échelle d'observateurs, nous, on est vraiment dans cette démarche de démocratiser les questions de droit et de les rendre accessibles au plus grand nombre, bah, notamment par le cercle des journalistes juridiques, où on est quand même 6 fondateurs, fondatrices même, Mhm, à l'origine, et qui regroupe du coup des journalistes juridiques à la fois comme une association confraternelle, mhm, mais surtout pour être un point d'entrée par les institutions pour pouvoir être un interlocuteur et leur dire bah regardez, en fait on existe et en fait on peut vous aider à faire le lien entre le citoyen et vous en fait. absolument. Euh, donc voilà, je pense qu'on est quand même nombreux, et bon, je prêche pour ma paroisse, mais il y a quand même beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui chacun à son échelle tentent de sensibiliser sur ces questions et Mhm, réfléchit à tout ça. Donc c'est intéressant. Ouais, je trouve que le précaré s'est quand même élargi, honnêtement. mhm, Si je regarde par rapport à mes débuts. mhm. Et puis même, on le voit dans les médias, etc. On parle quand même beaucoup plus de droit. C'est vrai. Le droit est partout, comme tu disais. Voilà. Euh, Cet échange est l'occasion aussi pour moi de parler de ton métier, que je trouve extrêmement passionnant. Journaliste, analyste, voilà, tu as ce regard à 360 sur le droit de façon générale. Comment aujourd'hui un étudiant peut devenir aujourd'hui comme toi journaliste et analyste juridique? Alors, je pense qu'il y a plusieurs chemins ou formations pour devenir journaliste juridique. Certains et certaines d'entre nous ont été des avocats ou des juristes dans des cabinets ou dans des entreprises, etc. Il y en a d'autres qui ont fait des thèses, puis il y en a qui ont suivi un parcours plus généraliste de journaliste en faisant une école de journaliste et en intégrant des rédactions. Et Mhm, puis après, ils se sont spécialisés petit à petit.
Ce qui est évident, c'est qu'il faut évidemment connaître le jargon juridique, Mmh. parce que pour le décrypter, le vulgariser, il faut déjà savoir de quoi on parle. Mmh. Donc ça veut dire qu'il faut s'y intéresser. Ouais, la matière, elle peut être un peu aride, donc C'est le cas de le et dire. puis, ouais, clairement, clairement. Et puis je pense que faut avoir aussi cette envie de se mettre à la portée de tout le monde, d'être capable de s'adapter vraiment à son auditoire, en fait. Mmh. Euh, Moi, je le vois en ayant travaillé avec vraiment plusieurs médias différents, que ce soit de la presse généraliste ou de la presse professionnelle. Mmh. Euh, on n'écrit pas de la même façon en fonction de son lectorat. Quand on sait que ce sont des professionnels qui nous lisent et qui connaissent déjà le fond, on va être peut-être un peu plus technique. Quand on sait que ce sont plutôt un public non spécialiste, il faut apprendre à rester rigoureux, à ne pas déformer, tout en informant et en allant droit au but. C'est quand même un esprit de synthèse, Mmh. globalement. Euh, et voilà, et je pense que le meilleur moyen, c'est de faire des stages, c'est d'aller à la rencontre de journalistes, de frapper à la porte Mmh. de médias et d'essayer. C'est comme tout métier, faut s'accrocher. Et c'est Mmh. vrai que c'est toujours mieux d'avoir fait une école de journalisme, mais bon, ça, Mais ça c'est se fait après un master ou une licence, donc bon. Et justement, j'aurais dû te poser la question au début, mais comment tu en es arrivé là aujourd'hui, toi? Comment tu en es arrivé à être journaliste, analyste? Alors, moi, j'ai toujours voulu être journaliste, en fait. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle les c'est ce qu'on appelle les métiers passion. Les métiers vocation, voilà. Donc alors après comment j'en suis à être devenue journaliste juridique, c'est autre chose. D'accord. Mais en fait, j'ai fait du droit parce que il fallait faire des études supérieures et que de toute façon pour intégrer des écoles de journalisme, il fallait avoir au moins une licence. Et que je me suis dit que le droit mène à tout et que si je change d'avis entre-temps, j'aurais pas perdu mes quelques années d'études supérieures. Et en fait, en faisant mes études de droit de sciences politiques, ben, je me suis vraiment dit: «Mais en fait, ça régit notre vie et on n'est pas au courant, quoi». C'est Heu clair. et C'est tellement et du coup, je me suis dit: «Bah, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle plus en fait. mmh. Et voilà, dans les médias, on va dire généralistes, on parlait surtout de le droit, c'était de la justice, donc il y avait beaucoup de chroniqueurs judiciaires, Mmh. mais beaucoup de faits divers, etc. Mais bon, à part des associations comme l'UFC Que Choisir, etc. Sinon, on parlait pas beaucoup du droit, quoi. Et je sais pas, ça m'a frappée. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de parler de ça. Et, euh, et puis voilà, je me suis dit, ok, ce que je dis toujours à mes interlocuteurs, j'ai un background suffisant pour vous comprendre. Mmh. Et pour du coup m'adresser à n'importe qui, dans le sens aux citoyens non spécialistes. Mais si moi je comprends pas, personne ne comprend en fait. Parce que je ne suis pas autant juriste que mes interlocuteurs. Mmh. Donc quand ça devient trop technique, et ben, je leur dis, écoutez, moi si je comprends pas, le lecteur il va pas comprendre non plus. Euh, voilà. Et donc c'est comme ça que je suis devenue journaliste juridique de fil en aiguille. Voilà, après mon école de journalisme, enfin en parallèle de mon école de journalisme, j'ai commencé les stages et j'ai toujours essayé de ne pas rester enfermée sur ces questions. C'est-à-dire que c'est un fil rouge de ma carrière, de fait. Euh, mais j'écris aussi sur plein d'autres choses. Je m'intéresse à plein d'autres sujets. Et voilà, il faut aussi réussir à rester assez ouvert et à s'intéresser à tout. Et ça va très vite. Oui, C'est entièrement difficile d'accord. de rester à la page.
D'ailleurs, j'arrête pas de le dire. Je crois que j'ai dû le dire dans quelques-uns de mes posts, mais allez suivre Delphine sur les réseaux. Parce que c'est au-delà du fait que ce soit une mine d'informations. Moi, clairement, voilà, tu es une de mes sources principales de veille aujourd'hui sur tous ces sujets-là. Donc, et même au-delà de ça, c'est vrai que tu as aussi d'autres sujets qui t'intéressent et ça se voit à travers ton fil d'actualité. Donc, c'est très enrichissant, en tout cas pour ma part. Donc, je recommande tout le monde d'aller suivre rapidement Delphine sur les réseaux, sur Twitter notamment, en tout cas. Je sais que tu es beaucoup plus fréquente, tu es beaucoup plus présente sur Twitter que sur LinkedIn. Et donc voilà le conseil que je donne tout de suite. Bah merci. Alors on est arrivé à la fin. J'ai peut-être une dernière question et là pour le coup, elle va être beaucoup plus d'ordre très généraliste. Hein. L'idée c'est quel est aujourd'hui ton sentiment sur l'accès aux droits des citoyens? Je pense à les sujets d'open data des décisions, ou accès aux documents juridiques, et aussi plus globalement, quel est ton avis sur la numérisation de la justice, tu sais? Oui, je pense que bah, ça va être un scoop, hein, mais oui, la justice est malade, quoi. On voit la parole commence à la parole commence à se libérer, mais Mmh. oui, il y a des avancées sur l'open data des décisions de justice, sur ceux des documents juridiques où effectivement il y a une meilleure information quand on fait des recherches sur des entreprises, etc. Donc il y a un meilleur accès là-dessus. Mais enfin, clairement, on voit aussi par exemple la Cour de cassation là, qui a simplifié ses arrêts, qui fait plus de communiqués. Bon, mais honnêtement, il y a quand même un gros manque de moyens, enfin, tout simplement, moyens humains et matériels. Donc c'est je trouve ça d'un côté un peu inquiétant parce que, on en revient à ce qu'on disait au début, l'accès au droit, il est, il reste encore, limité à la fois en termes d'éducation, de pédagogie, et et la justice aujourd'hui, l'institution judiciaire, elle est tenue par des gens qui font ce qu'ils peuvent et qui sont tellement engagés qu'ils le tiennent. Mais jusqu'à quand, Ouais. en fait, ça va tenir comme ça? Mmh, Je mmh, mmh. voilà, je sais pas, je veux pas être pessimiste parce que je pense qu'il y a des choses qui ont un peu avancé, mais on donne pas les moyens et je pense que le justiciable, est vraiment pas de plus en plus, mais en tout cas, il le dit qu'il veut accéder à ses droits. Mmh. Heu et hem et il le fait plus par internet, il y a quand même beaucoup plus d'informations et cetera, d'informations juridiques et cetera, mais c'est difficile de faire le tri et du coup, dès qu'on arrive face à un professionnel, bah, là, il y a Mmh. encore une énorme barrière. Ouais. Quand on arrive, en audience dans un tribunal, bah, juste le juge, il a pas le temps de faire preuve de pédagogie, quoi. Mmh. Il enchaîne les dossiers et voilà donc c'est encore compliqué. Mais je suis Mmh. pas sûre que ça soit plus une réinvention du système une refonte, quoi. Mmh. C'est pas la même chose, parce que je pense que les bases du système sont là, qu'il y a pas de système plus enviable que le nôtre, hein, sur le papier. Mmh. C'est plutôt bien pensé. Oui. Après, en pratique, ça craque un peu partout quand même, faut le dire. Moi, je sais, sur cette réflexion-là, j'étais en train de me dire que, en réalité, notre système est malade parce que, pour moi, il date d'une époque qui est très ancienne et que le monde d'aujourd'hui tel qu'il est, ben en fait, ça ne peut pas fitter, ça ne peut pas matcher en fait. Et c'est pour ça que je suis plus dans l'optique de me dire que l'idéal, ce serait vraiment une réelle réforme de fond avec avec une reconstruction sur en fait partir sur ce qui se passe aujourd'hui, les réalités et créer carrément un nouveau système judiciaire, tu sais, le gros chantier quoi. Et ce serait quoi, du coup? Alors bonne Si on partait de interrogation. zéro, ce serait quoi? Bah écoute, je sais pas, je sais qu'en tout cas ce serait quelque chose qui prendrait beaucoup plus en compte en tout cas
Et là, j'entends vraiment sur l'aspect en ligne, hein, bien évidemment, toute proportion gardée, parce qu'effectivement, j'entends aussi le problème d'accès à Internet qui est une réalité en France. Mais je pense qu'il y a moyen de travailler sur des sujets pour permettre justement aux citoyens d'avoir des petits raccourcis qui leur éviteraient, par exemple, de faire tant d'années devant une procédure qui montre pas de signe de fin. Et je pense qu'il y a quand même un gros axe de réflexion qui peut être abordé en ce sens, d'un point de vue de la digitalisation, et je pense que ça commence à être mis en place. Mais également, même, je pense que le système judiciaire, de façon générale, il gagnerait à être amélioré, affiné, beaucoup plus de lisibilité, et faciliter l'accessibilité également, que ce soit tant real life, enfin, je veux dire, en physique que dans le digital. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, en tout cas d'améliorer globalement le système et d'avoir une vue globale. Mais pour ça, effectivement, il faudrait que toutes les instances s'assoient sur une table et pensent les choses de façon globale, pas uniquement juste sur à petite échelle, quoi. Tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur cette petite échelle-là. On améliore quelque chose par-ci, on améliore quelque chose par-là, sans pour autant avoir cette vision globale finalement. En tout cas, je pense, hein, c'est mon point de vue, hein. Je pense que c'est ce qui manque, c'est ce qui fait défaut, et je pense que c'est ce qui améliorerait, en tout cas de façon importante, au-delà même du problème de ressources, hein, qui est réel. C'est vrai que je pense qu'on gagnerait à avoir beaucoup plus de financement et donc du coup de ressources de personnes aussi. Et ça serait aussi l'occasion de communiquer sur les besoins en personnel, quoi. C'est-à-dire aller recruter les étudiants à la fac, notamment je pense au ministère de la Justice et les tribunaux qui ont besoin de compétences. Donc, parce qu'elles sont par exemple pas suffisamment présentes en tout cas à l'université, là où il faut aller chercher et sensibiliser. Donc je pense que voilà, il y a vraiment pour moi un travail global qui pourrait être fait, mais bien évidemment, c'est un gros chantier. Très clairement, parce que je pense quand même que si on devait tirer quelques enseignements de notre conversation, c'est qu'on voit quand même qu'il y a une question d'éducation et de pédagogie, parce que l'accès au droit, c'est aussi que le citoyen déjà comprenne comment fonctionne la justice, en fait, et que bah oui, ça peut être long, mais lui expliquer s'il savait déjà comment ça fonctionnait un minimum, quel recours il avait le droit, combien de temps ça prend en moyenne, enfin ce genre de choses. Je pense que du coup, il découvrirait moins, il tomberait moins des nues. Et puis, encore une fois, c'est quand même une question d'équilibre, parce que la fracture numérique, il faut quand même en prendre compte, quoi. Absolument. Il y a des citoyens qui ont envie d'aller plus vite, qui ont envie d'avoir tout de suite leur solution en ligne, de régler ça par une médiation facilement, etc. Et il y en a d'autres qui n'ont juste même pas accès à ça et qui ont besoin d'avoir un professionnel du droit, d'avoir une explication avec le juge, d'avoir un avocat qui soit là pour lui, en fait. Donc, ça dépend aussi de quelle justice on parle. C'est pas pareil, la justice administrative, judiciaire, civile, enfin, c'est pas la même chose, quoi. Et du coup, tout remettre sur la table, je pense que c'est au-delà du système judiciaire. C'est aussi les questions d'éducation, de formation. Et bon, bah, on peut pas tout repenser. Mais ça peut s'ajuster. Ouais, je suis un éternel optimiste et... Oui, non, mais c'est bien, il en faut des optimistes. Non, écoute, en tout cas, vraiment merci pour ces échanges. On est arrivé à la fin. Je vais pas abuser de ton temps et vraiment, je pense que c'était super. J'ai adoré échanger avec toi. Et bah écoute, je te dis à très très vite. Du coup, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger très rapidement à nouveau sur ces sujets. Et merci encore pour ton temps. Et ben merci à toi et puis bah à très bientôt.